Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre talk show d'esclavage sur la Libye. Tous ceux qui pensent que l'esclavage a été aboli ont historiquement raison. Mais en Libye et dans d'autres pays africains, ça existe encore de nos jours. Et suite à la découverte faite par la chaîne CNN des images de nos frères africains captivés et vendus pour esclavage de nos jours, c'est inadmissible. C'est pour cette raison que nous sommes là pour combattre et faire entendre nos voix par la communauté africaine, les Nations Unies, la CEDEAO et d'autres institutions encore. Pour les droits de l'homme ont été bafoués. Et pour ça, nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous sommes là pour dire stop à l'esclavage, stop à la maltraitance humaine. Et sur ce plateau, je suis accompagnée de nos différents confrères qui viennent de chacun des pays différents. Ils vont devoir se présenter eux. Il y a M. Roda, il y a Mme Nathalie Kiakanoa et il y a M. Ouabou Djibril. Je vais vous laisser la parole à chacun de vous. Comme ça, vous allez essayer de vous présenter et puis nous dire pourquoi vous êtes là, ce que vous faites et de quel pays vous venez. On va commencer par monsieur. Simple, Roda Molembi. Je suis un opérateur économique dans la place de Berne et je suis l'initiateur de la fondation Roda Molembi pour l'Afrique. L'explication de la fondation ou le but de la fondation, je pense que ça viendra dans notre discussion pour ne pas monopoliser la présentation. D'accord. Madame? Alors moi, je suis Nathalie Kiakanoa, comme ça a été déjà dit. Je suis infirmière en principe, je suis angolaise. Je travaille avec la ville de Berne. Donc aussi dans la discussion, nous aurons à développer un peu plus par rapport à ce que je fais. Et je suis actif dans l'humanisme, si on veut le dire ainsi, dans beaucoup de pays d'Afrique. Monsieur? Voilà, je suis Ouabou Djibril, je suis agent de voyage, ingénieur aussi en énergie électrique, président de l'association COCA, coordination des Camerounais résidant à l'étranger. Voilà, je vis en Suisse depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. D'accord. Je suis très heureux d'être sur votre plateau. Ah, merci en tout cas d'être venu, de votre présence. Et avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nos confrères, nos compatriotes qui sont maltraités, en Libye, plus précisément, nous savons qu'il y en a dans tous les pays, mais c'est la Libye qui nous touche le plus. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que ça vous fait? Chacun me disait sur ce thème-là. Qui commence? Vous pouvez commencer, c'est un débat ouvert. Hein. Vous pouvez, ou madame, si quelqu'un... J'aurais aimé que madame commence. Allons-y, lady first. Oui, voilà. Alors pour moi, ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que ce n'est pas nouveau pour moi. On a déjà vu autant. Je suis tout simplement heureuse, si on peut le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus médiatisé, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ce qui me fait mal, c'est de voir qu'un homme est marchandé. Et c'est ça qui me touche plus. Mais sinon, par rapport à l'esclavage, on a des histoires qui datent de bien longtemps. D'accord. Je pense, j'abonde parce que je suis un panafricaniste, mais pas émotionnel. Parce que ce qui se passe là aujourd'hui, tout le monde fait semblant de ne pas savoir. Mais nous le savons depuis, moi par exemple, dans la fondation Roda Molembi pour l'Afrique, nous le savons depuis le mois d'avril. Nous avons été en contact avec l'OIM quand ils ont commencé à parler de ça, la Croix-Rouge en a parlé. Donc tout le monde est au courant de ça, presque tout le monde. Je veux dire les grandes institutions. Si vous allez dans la page de la fondation, vous verrez qu'on a mis les images, pas de la vente, mais de la maltraitance de nos jeunes dans ces pays du Maghreb. Nous parlons de la Libye, mais ça se passe dans tous les pays du Maghreb. Dans la traversée du désert, dans le Maroc, l'Algérie, Tunisie, nos jeunes subsahariens souffrent là-bas. Et nous le savons, nous le savions, parce que nous vivons sur cette planète. Alors, si nous,
nous le savons, c'est que les autres devraient le savoir aussi. Surtout qu'eux, ils sont dans les grandes institutions. Ils ont leurs yeux partout dans ces pays-là. Donc, ils ne vont pas faire semblant maintenant de dire « ouais, nous ne les savions pas ». Parce que nous avons des films, nous n'avions pas attendu CNN. Nous avions mis, mais les gens n'étaient pas émotionnés, n'ont pas réagi plus que ça. Dieu merci, CNN C'était le déclencheur. Voilà. Alors, c'était un grand média, et c'est pour cela que tout le monde maintenant est dessus. Mais personne, surtout dans les grandes institutions, je mets l'Union africaine, l'Union européenne, les CICR, HCR, OIM, tous, ils étaient au courant. Voilà, avant le début de mon propos, je voudrais profiter déjà de votre plateau, Diaspora TV, pour dire déjà un grand merci à tous ceux qui sont venus à la marche pour dire stop à l'esclavage hier à Genève. C'était un succès total. Il y a eu plus de 1500 personnes pour dire non à l'esclavage, plus jamais ça, et que nos frères qui souffrent actuellement dans les geôles en Libye soient libérés. Voilà, pour revenir au problème proprement dit, moi je pense que c'est une situation dramatique qui renseigne sur le niveau de désespoir de la société africaine actuelle. Il faudrait que les gens comprennent que ces gens, ces braves personnes qui prennent la route du désert, ces braves personnes qui prennent des petites embarcations pour vouloir regagner l'Europe, leur seul but, c'est d'avoir une vie meilleure pour pouvoir aider leur famille. Et au niveau de leur pays d'origine, ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir travailler, gagner convenablement leur vie. C'est pour ça qu'ils prennent la route. Et la situation actuelle en Libye, c'est vrai que c'est une pratique qui est ancienne. Les gens le font. C'est depuis le mois d'avril que moi j'ai été au courant. J'avais lu sur le site de l'OIM que les Noirs sont vendus comme esclaves en Libye. Au niveau de notre association, nous on a tiré la sonnette d'alarme. On a partagé cela sur Facebook. On a écrit aussi à l'OIM. Et moi, je suis allé au FODIAS. Quand je suis allé au FODIAS, j'ai dénoncé cela. J'ai expliqué cela aux autorités camerounaises. Je leur ai dit, écoutez, il y a un certain nombre de Camerounais qui sont actuellement otages en Libye. Il y a des Camerounais qui meurent tous les jours dans des embarcations en Libye parce que on avait un compatriote avec qui on résidait à Lausanne. Juste une seconde, voilà. M. Wabo Djibril. Juste pour dire à nos téléspectateurs, vous pouvez participer dans ce débat avec nous en live en faisant le 032 313 30 30 ou bien vous pourrez aller sur notre site Diaspora TV www.diasporatv.ch. Juste pour rappeler. Allez-y, monsieur. Voilà, Wabo. pour conclure, pour chuter, moi ce que je veux dire, c'est que c'est une situation qui est connue de tous. Donc, il faudrait maintenant que nous, la diaspora africaine, le problème rendu à l'état actuel ne doit plus seulement être l'affaire des gouverneurs, de ceux qui nous gouvernent, des chefs d'État, des politiques et tout. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons manifester, mobiliser le maximum de personnes pour dénoncer cela. Ça va faire en sorte que ça va susciter une prise de conscience, générale. Et je pense qu'il y aura un début, il y aura une solution à ce problème-là. Mais selon vous, ici présents, vous êtes des représentants de chaque association. Mais vous, personnellement, laissons un peu le côté les autorités et tout, en tant qu'humains et africains, comment est-ce que vous pouvez participer, vous, à éradiquer cette situation en Libye? Vous, personnellement, c'est quoi votre part de participation dans ce genre de cas? Bah, écoutez, bon, je parle de la Libye parce qu'il y en a partout. Oui. On parle de la Libye parce que c'était le déclencheur, en fait. Mais la situation, quand vous dites il faut exclure, entre guillemets, les gouvernants ou les autorités de nos pays, ça, je dis, le problème
la source du problème, c'est chez nous. Qu'est-ce qui fait que les gamins, les jeunes, quittent nos pays pour aller ailleurs? Comme a dit Djibril, parce qu'ils ne se retrouvent pas chez eux. Dans les migrants que vous voyez là, il y a des licenciés, il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont fait les universités, qui ont des diplômes, mais qui chôment chez eux. Pourquoi j'ai créé la fondation Roda Molembi pour l'Afrique? Quand j'allais en Afrique, en gros, je faisais de la pédagogie en expliquant aux jeunes ce que nous vivons ici. Moi, je n'ai jamais grandi en Afrique. Mais quand je suis retourné en Afrique, j'ai vu la misère qui existe, c'est-à-dire les deux peuples qui vivent dans le même environnement. Mais pourquoi je les appelle deux peuples? Parce qu'il y a un peuple qui vit au paradis et à côté, juste à côté, il y a un qui vit l'enfer. Et pourtant, il passe avec sa Jeep, il voit l'enfer à côté de chez lui, mais il ne fait pas attention parce que lui, il a réussi. Mais ceux qui restent, ceux qui sont là, les laissés pour compte, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, chez nous, ça brûle, il faut aller. Je parle avec les jeunes. Je leur fais la pédagogie. Je peux même dire l'andragogie parce qu'il y avait des vieux aussi qui m'écoutaient. Ils me disent, il y a un jeune qui se lève et me dit, mais tonton, tout ce que vous nous dites là, nous le savons. Il me dit, moi je suis licencié en pédagogie. Je devrais normalement enseigner. J'ai 40 ans aujourd'hui. Et 40 ans, je n'ai jamais travaillé. Je suis encore à la maison chez moi. Je suis d'accord, monsieur Roda. Oui. Je suis d'accord. Le paradis, comme vous le dites, et l'enfer, ça existe partout. Même en Suisse où nous vivons, il y a le paradis et l'enfer. On est d'accord. Mais en ce moment, on est en train de parler d'un thème précis qui est la Libye, par rapport aux images qu'on a vues. J'y arrive. En Afrique, il y a du chômage, il y a les chômeurs, il y a les travailleurs. J'y arrive. Même ici où nous vivons. Oui. Donc le plus important ici, c'est comment éradiquer cet esclavage dans ces pays du Maghreb. J'y arrive. Par rapport à nos frères africains. J'y arrive. Ok, je vous donne. Alors, les jeunes me disent, je vais justement sur sa question. Qu'est-ce que vous pensez qui est mieux? À mon âge, c'est encore ma mère qui me nourrit. Je me lève le matin, j'ai rien à faire. Ma mère doit aller chercher et pour que nous puissions manger. Et moi, à 40 ans, avec tous les diplômes que j'ai, je suis encore à la maison, en charge de mes parents. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Un être humain, c'est de partir, sachant que peut-être j'y arriverai, ou rester ici et mourir à petit feu. C'est là où l'idée m'est venue de dire, ben écoutez, ces gens-ci, qu'est-ce qui leur manque? Du matériel. Parce qu'ils sont prêts à se débrouiller sur place. Mais ils n'ont aucun moyen. Ils n'ont ni argent, ni matériel. C'est comme ça que nous, on a créé la fondation pour leur apporter du matériel. On leur apporte du matériel. Nous, on a opté pour deux options, la pêche et l'agriculture. Ok. Et j'ai réuni les deux vieux pêcheurs que je connaissais. Je leur dis, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pour emmener les jeunes à faire la pêche? Ils m'ont dit, c'est impossible, les jeunes ne veulent pas faire la pêche. J'avais demandé, on avait lancé un appel. Moi, je croyais qu'ils vont venir peut-être 5. Quand je suis arrivé, le lendemain, je me rappelle, c'était un mercredi, c'était 70. Ouais, c'est énorme. Et 70, mais parce que je vais chuter sur votre question. Et ces 70 sont arrivés. On a choisi ce qu'on a choisi, on a pu choisir. On est parti avec 20. J'ai demandé qu'est-ce qu'il vous faut aux vieux pêcheurs. Il m'a dit il nous faut des pirogues, des moteurs hors-bord, des filets de pêche, des hameçons, des ci, des ça, des ça. J'ai acheté, j'ai mis ça en leur disposition en faisant un plan. Vous allez me faire la pêche, les produits de la pêche, vous ferez ça, 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 ça. J'avais des terrains pour l'agriculture. J'ai fait la même chose. Alors, et aujourd'hui que je vous parle, il y a, en gros,
à peu près 5000 personnes dans 3 régions où on est implanté. Vos félicitations, vous êtes un exemple. On Non, va mais revenir- l'exemple, c'est la preuve, c'est ma récompense. C'est quand je vais dans ces coins et puis que je vois. Alors c'est votre participation en fait pour éradiquer à ce genre de Voilà, choses. parce qu'ils sont sur place. Ceux-là, ils ne viendront jamais en Europe. Ils ne prendront jamais la mer. Parce qu'ils sont bien. On va revenir sur ce débat parce que je ne suis pas très d'accord avec vous que ceux-là ne D'accord. prendront jamais la mer. Parce qu'il y a ceux qui ont quand même le travail en Afrique et qui laissent le travail, qui prennent le risque de prendre la mer parce qu'ils veulent une vie meilleure. Je pense. Mais parce Mais qu'il on leur manque reviendra la dessus. pédagogie. Il leur manque quelqu'un qui leur explique l'Europe est comme ci, l'Europe est comme ça. Parce que j'ai trouvé, moi... On reviendra dessus. D'accord. Madame Kakanoa, qui est femme, qu'est-ce que vous en dites? Je suis dans une ambiguïté, en fait, parce que la question, c'est par rapport à la Libye. Exact. C'est ce qui se passe maintenant en Libye. Si je dois donner mon opinion, c'est quelque chose qui est désagréable à voir, tout simplement. Parce que moi, je peux manger, j'ai un verre d'eau devant moi, je suis libre de le prendre, de le boire. Je peux avoir une assiette de nourriture que je suis libre de manger ou de laisser. Et je mange à ma faim. Ça, pour moi, c'est une douleur. Peut-être parce que je suis mère, je connais la douleur d'enfantement. Alors, je vois que c'est vraiment une situation qui est très catastrophique pour l'humanité. Dans votre mot d'introduction, vous avez bien cité. Officiellement, il y a 400 ans que l'esclavagisme a été aboli. Mais est-ce que cet esclavagisme a été réellement aboli? Parce que pour moi, si on parle que de la Libye, on va oublier Dubaï, on va oublier le reste. Et on va oublier même tous ces gens qui sont autour. Parce que ma question est celle-ci. Qui est l'esclave et qui est l'esclavagiste? Je laisse cette question là ouverte. Parce que si on dit qu'on ne peut pas toucher les hommes politiques, parce que c'est le nom qu'on doit les appeler, si on ne peut pas toucher les hommes politiques, il y a beaucoup de choses qui ne trouveront pas de solutions. Parce que c'est eux qui sont à la base. Nous sommes à la base. Bien sûr que aucun président m'a payé les billets pour venir en Suisse. Je le fais de moi-même, parce que je pensais que c'est la vie meilleure. Mais je vous assure, j'en profite, comme le monsieur Roda a dit, donc j'en profite pour dire, ce n'est pas meilleur. J'ai étudié dans mon pays. J'ai fait sciences physiques, j'ai fait opératrice aéroportuaire, qui ne me sert pas ici. Ça ne me sert pas. Ça ne veut pas dire que quitter un pays et venir ici, ça peut être meilleur. Mais comme monsieur avait dit qu'il y a des motivations, il y a des choses qui nous amènent à être motivés à sortir de nos pays. Moi, personnellement, c'était politique, mais il y a des gens qui migrent par rapport aux problèmes économiques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a autant de charniers, si on doit l'appeler ainsi, en Libye. Donc, je ne peux pas vraiment aller directement seulement en Libye parce que j'ai autant d'histoires par rapport au esclavagisme. Monsieur Wabo. Bon, voilà, je vais d'abord préciser ma pensée concernant les politiques. Peut-être j'ai été mal peut-être compris. Moi, j'ai expliqué tantôt que la situation rendue à l'état actuel ne doit plus seulement être l'affaire des politiques, en fait. C'est-à-dire, nous de la société civile, nous devons prendre ce problème en main pour dire que non, c'est nous qui devons être... Parce que nos chefs d'État, on le sait depuis très longtemps, ils sont à la solde des pays étrangers. Ils ne sont pas là forcément pour le bien-être de la population. Donc nous, à notre niveau, nous qui vivons à l'extérieur, nous de la diaspora, nous devons faire de la mobilisation, faire de la pédagogie aussi, comme vous disiez tantôt, faire de la mobilisation pour tirer la sonnette d'alarme, dire que non, en Libye, il y a une situation catastrophique qui se passe là-bas.
On ne peut pas mettre sur le même plateau ce qui se passe en Libye et ce qui se passe, par exemple, au Yémen ou bien à Dubaï et tout. Bon, bien que c'est des situations aussi qu'on condamne. Mais ce qui se passe en Libye, principalement à l'heure actuelle, est très grave. Très, très, très grave. On dit qu'il y a on parle de plus de 300 000 personnes africains qui sont dans les geôles libyennes, qui sont violés, qui font du travail forcé, des enfants sont tués. Et le HCR va même plus loin. Ils disent que tous les 2 heures, il y a une personne qui meurt en Libye. Donc c'est une situation qui est très grave, qui devrait normalement interpeller toute personne civilisée. Voilà. Pour revenir à votre question, comment éradiquer cette situation? Le problème, il est très complexe. Et le problème, la solution est aussi politique. Il faut une réelle volonté politique. Ceux qui font le trafic d'êtres humains, ils sont connus. Les lieux où les geôles libyennes, où ils sont détenus, ces gens sont connus. Le plus grand trafiquant, il s'appelle Alamou. On le connaît, tout le monde le connaît. La région, c'est Zabrata, tout le monde connaît. Ça veut dire que s'il y a une réelle volonté politique, que la communauté européenne décide avec l'ONU, ils disent que bon voilà, on va mettre fin à cette situation, on va aller sur place, et on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Et moi je dirais ceci, je veux faire un parallèle. Quand on a tué le colonel Kadhafi, quand on a envoyé les bombes en Libye, la raison était quoi? La raison était que c'était pour sauver la population de Benghazi. Aujourd'hui, il y a les Africains qui meurent en Libye tous les jours. La communauté internationale ne se mobilise pas pour trouver une solution. Ce n'est pas normal. Et ce que nous devons faire, nous, à notre niveau, nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser comme on le fait actuellement, comme on l'a fait à Paris, comme on l'a fait à Genève, comme on va le faire à Londres, comme on l'a fait à Bruxelles. Ça porte des fruits. Ça porte des fruits, pourquoi? Parce que déjà, le prochain sommet Union européenne-Afrique s'est placé sur le signe de la jeunesse. On n'a jamais fait un sommet, même de l'Union africaine, qui a été placé sur le signe de la jeunesse. Ça veut dire que les lignes commencent à bouger. Ça veut dire que les gens sont conscients de la situation déjà. En parlant de, on va revenir juste dessus, parce qu'en parlant de mobilisation, j'ai posé la question de savoir comment éradiquer la situation en Libye. On va juste voir la vidéo de nos compatriotes de la diaspora suisse. Ils ont eu une mobilisation, ils se sont mobilisés hier à Genève, où il y a eu beaucoup de présence africaine de tous les pays. Et ça, c'était quelque chose. On va voir, il y a ma collègue Rachel qui a été sur les lieux. On va suivre juste cette vidéo et puis on revient sur la discussion sur la mobilisation. Nous voici, nous venons d'effectuer la marche contre l'esclavage en Libye. Nous sommes maintenant devant les Nations Unies où nous sommes tous rassemblés pour la fin de cette marche. Nous avons marché aujourd'hui pour dire non, non à l'esclavage en Libye et partout dans le monde. Quelle est votre opinion par rapport à ce qui se passe actuellement en Libye et partout dans le monde? Ah mais c'est grave, c'est très grave parce que moi, sincèrement, je suis noir, je suis camerounais, j'ai vu mes frères et sœurs qui souffrent là-bas. Alors du coup, je me dis, mais c'est pas possible que l'humanité n'arrive pas à comprendre ça. Pourquoi? Si c'est pour les juifs, c'est bien, ils vont se mobiliser, ils vont faire des manifestations. Mais c'est le noir, c'est maudit on dirait. Le noir, ça fait mal. Déjà, regarder la peau noire, ça les fait mal. On est en train de pleurer là-bas, on est en Libye. Nos frères et sœurs sont en train de mourir de faim. Nos présidents, ils font quoi? Les entourages, c'est vrai. C'est le poison, ils sont empoisonnés. Mais il faut que ça finisse, madame. Ça doit finir. Quel est donc votre ressenti après cette marche? Comment vous sentez-vous maintenant? Je suis fâché. Je suis fâché parce que j'espère bien que quelque chose va changer. C'est bien faire les manifestations, faire reconnaître, faire valoir notre voix. Mais sincèrement, il faut que quelque chose change. Je prie au bon Dieu que quelque chose change vraiment. Écoutez, nous sommes très fiers
D'accord? Nous sommes très fiers et nous sommes plus que déterminés. Aujourd'hui, l'Afrique a parlé d'un seul mot, d'un seul nom, et il s'est levé comme un seul homme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Africains de Niger, il n'y a pas d'Africains de Libye, il n'y a pas d'Africains de Cameroun, il n'y a pas d'Africains du Congo. On est tous Africains, couleur noire, peau noire, comme vous me voyez. Et je suis fier de l'être. Je pense vous aussi, madame. Ah, tout à fait, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter de continuer à souffrir. Parce qu'on est noir. On en a assez. Nous avons des enfants, nous avons des sœurs, nous avons des mamans qui se font violer par les blancs encore une fois. On ne peut pas les nier. Et ça, on ne peut pas accepter. Nous avons les autorités, nos présidents dictateurs qui soutiennent les mafias. Ils s'accaparent le pouvoir, ils maltraitent le noir, ils maltraitent son peuple. Et ce peuple se démarque en voulant chercher l'idéal. Et là, c'est le guet-apens. Fait par l'Union européenne, parce que l'Union européenne a collaboré avec la Libye. Il sait très bien que la Libye, il n'y a pas de gouvernement. Il a donné plus de 200 millions de dollars pour qu'on freine les Africains là-bas. Et aujourd'hui, tous les Africains sont massacrés cruellement. Et les Nations Unies, ils sont en train de se régaler derrière nous dans leur bureau. Et maintenant, aujourd'hui, madame, je suis plus que satisfait. Parce que les Congolais, les Africains, les Nigériens, tout le monde s'est levé comme un seul homme en disant non à l'esclavage. Non, nous ne sommes pas à vendre. Moi, je pense que la première chose, c'est que d'abord que la Libye doit être mise hors de l'Union africaine. Parce que ce ne sont pas les individus qui sont les responsables, c'est d'abord les États. Ce sont les États qui doivent mettre les limites. C'est une affaire très grave. Hein? L'esclavage, quoi qu'on puisse dire, c'est le plus grand crime que l'humanité a connu. Je ne dis pas que ça a seulement touché les Noirs, parce qu'avant il y avait des esclaves qui n'étaient pas noirs. Mais c'est la plus grande plaie de l'humanité. Je suis là aujourd'hui pour l'esclavagisme qui se passe en Libye, dans toute l'Afrique, au Maroc, en Algérie. Nous disons non aux traites humains. Quel est votre ressenti actuel après avoir marché, crié contre l'esclavage? Quel est votre ressenti? Ça fait depuis le début que je suis dans Facebook, je partage, je lutte pour ça. Moi-même, je suis passé par là, du Cameroun. J'ai pris la pirogue jusqu'au Nigeria. J'ai été même arrêté par les pirates à la mer. Ben pour moi, c'est juste un plaisir, c'est juste un honneur parce qu'aujourd'hui, on a montré que les Africains pouvaient être solidaires face à une action, face à une injustice que nous vivons, face à tout ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, nous nous sommes levés. Vous avez vu comment la ville de Genève, on a bougé la ville. Vous avez vu comment les autorités même sont venues. Donc aujourd'hui, l'Afrique, nous voulons montrer à tous ces présidents africains, nous voulons montrer à la jeunesse africaine que nous sommes avec eux et qu'ils ne pensent pas que parce que nous sommes ici en Europe, nous avons lâché. Dès aujourd'hui, l'Afrique doit se prendre en main et surtout dire non à l'esclavage et refuser l'injustice. Nous sommes venus de France pour participer à cette association parce qu'il est important qu'on regroupe nos forces, que toute la diaspora regroupe ses forces pour justement parler de cet événement qui est ce que vivent nos frères en Libye. Eh ben bon, moi je ne dirais pas l'esclavage, je parlerais plutôt de la pauvreté, de ceux qui viennent piller l'Afrique, les entreprises, les sociétés privées qui viennent piller l'Afrique. C'est ça qui fait que les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent pas rester dans un endroit où il y a la misère. Donc tout le monde court pour venir en Europe, pourtant chez nous en Afrique, nous avons tout. Donc il faut que les présidents, nos présidents africains, puissent négocier comme il faut. Il ne faut pas qu'ils vont laisser les entreprises privées d'imposer les lois à l'Afrique. Vraiment, la route c'est très mauvais. Si moi-même je savais, je n'allais pas quitter chez moi pour venir. Pouvez-vous nous dire en quelques petits détails ce qui s'est passé? Je sais que ça doit vous toucher. Je peux parler un peu parce que moi-même j'ai souffert en route. Arrivé à Saba déjà, il y a les petites maisons inachevées là-bas. On vous met déjà dans les petites maisons là, 300 personnes. Si toi tu te couches, tu dors un peu, ta camarade se lève, elle dit pardon, toi il faut te coucher, dans quelques temps tu te lèves. Quelqu'un aussi se couche. On te donne une baguette de pain, c'est pas pour toi seul. Aujourd'hui, on donne une baguette de pain, 2 personnes ou 3 personnes. Le lendemain, jusqu'à le lendemain, on vous envoie de l'eau. Quand on va vous demander de l'eau beaucoup, on met l'essence dans l'eau pour que vous boiez. Donc c'est vraiment grave.
Moi-même, dans le bateau, ils ont marché sur mon ventre, ils ont fait tout. Jusqu'à j'étais malade, je suis rentré en Italie malade. Moi-même, je pensais que j'allais mourir. J'ai saigné jusqu'à là-bas. J'ai suivi une opération là-bas où j'ai perdu mes 2 utérus là-bas. Alors, je me sens bien. Je vois qu'il y a plusieurs nations qui sont unies, vraiment pour nos frères africains qui sont dans le pays. Et c'est ce qu'il fallait vraiment en Suisse. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de mouvement, mais aujourd'hui, j'ai vraiment senti le mouvement. Déjà, je suis content que les Africains puissent sortir déjà en masse pour faire cette manifestation. Et puis, pour nos frères qui sont en Libye, qui sont coincés encore en Libye, déjà, je suis déjà ça déjà depuis une semaine. Et puis, je suis content de voir déjà que la Côte d'Ivoire a mis un programme en route pour rapatrier pas mal d'Africains de Libye en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, je me sens déjà très émue d'être là. Je suis fière d'être ici et je suis fière que toute la communauté africaine, sans distinction d'ethnie ou d'appartenance autre, soit présente. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait être autant. Je ne pensais pas qu'on était aussi solidaires. Bon, à l'africaine, en tout cas dans cette puissance à Genève. Et je suis très flattée d'être ici, symboliquement, même si on sait tous que les institutions sont fermées aujourd'hui. Mais on est là et puis le but c'est de déranger, de montrer au monde entier que nous sommes là et qu'on va rester là aussi longtemps que nous le pourrons physiquement et moralement. Moi je dis franchement, moi je devrais être là en tant qu'haïtien parce que déjà ça a commencé par nous déjà. Donc on a été libérés et là moi je dis aujourd'hui il ne faut pas que ça se recommence parce que là ça ne va pas du tout. Et du coup aujourd'hui j'ai vu qu'il y a les frères qui sont là, tout le monde est là, on est réunis, on va faire ça bien. Et puis voilà quoi. Je suis très enragé parce que la race noire est trop maltraitée, humiliée, méprisée. Autant chez nous en Afrique et puis tout en Afrique. On a un peu de tout. Un peu de tout. Mais j'ai déjà connu les racismes, mais ici, les Libyens sont la race la plus raciste des Arabes que j'ai jamais vue. Parce qu'un être humain, une femme qui est enceinte, au moins 4 personnes découpent la femme, enlèvent la femme et vendent les organes, c'est pas normal. Mon ressenti, c'est super émouvant parce que voir le peuple africain qui se relève, ça fait super plaisir et c'est motivant parce que c'est à nous, notre génération qui devons prendre la relève parce que nos présidents africains, ils dorment. Donc ce qui fait, en voyant ça, c'est super motivant. Et en espérant que dans la vie à venir, les choses puissent avancer. Non, l'essentiel est que le message a été bien entendu et qu'aujourd'hui, auprès des Nations Unies à Genève et au niveau des autorités suisses, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en Afrique et qui n'est pas censé être genre, je dirais, quelque chose de sérieux, quoi, si je peux bien dire. Et que le message a été bien reçu et qu'à partir de demain ou lundi, je pense que ce sera relayé très largement au niveau de la presse pour que le message soit bien entendu, quoi. Vraiment, libérez-nous, libérez l'Afrique, libérez les Africains, libérez-nous de l'esclavage. On n'est pas à vendre. Et merci à tous ceux qui sont là. Merci à toi Rachel, merci aux caméramans et bonne journée à vous. Merci à tous pour vos interviews. Nous allons retourner au studio avec Yvette Ballet. Merci beaucoup. C'était Rachel Siramori. Vous avez vu la mobilisation qui s'est passée hier en Suisse, à Genève, où il y a eu des centaines de milliers d'Africains. Pour une première fois que l'Afrique puisse se mobiliser, ça veut dire que c'est un thème qui est vraiment important. Donc nous, en tant que citoyens africains de différents pays, nous essayons de participer, de nous faire entendre de cette façon. Pour le moment, ce n'est pas de ce genre de mobilisation, mais je pense qu'avec vous sur le plateau, chacun de nous en coulisses essaie de donner son point de vue. Monsieur Wabo Djibril parlait tout à l'heure avant qu'on ne voie cette mobilisation. Il nous disait qu'il fallait que les États africains ou bien les chefs d'État, on doit aussi les sensibiliser. Bien sûr. Aussi. Alors, je vous laisse continuer ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure. Déjà, pour parler de la mobilisation, déjà, franchement, c'était... je vais d'abord remercier les membres du comité, tous ceux qui... Nous avons travaillé pendant une semaine. C'était un travail vraiment difficile parce que nous étions 5. Il y avait le président de Aplo Sud, que je salue là, Maurice. On a un téléspectateur là qui appelle. Puisque nous sommes en live, il y a des... Oui, bonsoir madame.
Oui, je suis Madame Enzen. Est-ce qu'il est possible d'intervenir, de participer à l'émission? Bien sûr, Madame Enzen, on vous écoute. Oui. Oui. Ce que je voulais dire... Oui, bonsoir, je suis... Oui. Allô, vous avez... Madame Enzen? Oui, je... Qu'est-ce que vous avez un appareil à côté de vous? Parce oui, qu'on je vous suis en entend. train de regarder l'émission aussi. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de l'émission pendant que vous nous parlez? Parce qu'on a un double son, en fait. Ah, d'accord. Ou Je le vais le téléphone. faire. Je vais le faire. Oui. Oui, maintenant ça... Ça va mieux? Oui, oui, ça va mieux. On vous écoute. Ok. Voilà, je viens de le faire. Alors, ce que j'avais à dire, c'est quoi? C'est d'abord dire merci à vous tous qui sont qui êtes sur le plateau. Merci à tous ceux qui ont marché hier à Genève. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ce que nous écoutons depuis que ce scandale s'est déclenché et qu'il y a beaucoup d'émotions dans les réactions des uns et des autres. Il y a des accusations à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de désigner un coupable. Il est question que tous les Africains se mettent ensemble pour condamner cette situation. Et il ne suffit pas de condamner, il faut agir. Parce que c'est aux Africains d'aller arracher leur indépendance. Quand je dis indépendance, au niveau politique. Parce que tout ça est piloté par la politique. Il faut arracher son indépendance politique, son indépendance économique, et avant de résoudre les problèmes que nous connaissons. Et si nous avons, pour y arriver, il faut l'éducation de masse, il faut un changement de mentalité. Il faut que l'Africain se débarrasse de ces stéréotypes qui veulent que, depuis la nuit des temps, que l'Africain soit assimilé à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est souffrance, à tout ce qui est médiocre. Donc c'est à nous, Africains, de changer cet état des choses. Parce que le problème que nous voyons aujourd'hui vient de très loin. Bon, si nous regardons la Bible qui est, disons, le document de base qui, pour l'humanité, déjà dans la Bible, nous sommes tous des descendants de Noé. Mais si vous voyez nos ancêtres, les trois ancêtres qui sont issus de Noé, il y a Cham qui est le père des Noirs, il y a Sem qui est le père des Arabes, et Japhat qui est l'ancêtre des Blancs. Et parmi ces trois descendants, il y a Cham qui est celui qui est maudit avec toute sa descendance. Donc depuis cette époque-là, c'est comme ça dans les mentalités de toute l'humanité. Donc l'Afrique et les Africains doivent se battre eux-mêmes pour changer cet état de choses. Il n'est pas question de venir dire aux Européens ou aux Arabes de nous libérer comme je l'entends dans des interventions. Personne ne nous libérera. C'est l'Afrique qui doit se libérer. C'est l'Afrique qui doit arracher sa libération. Parce que si vous regardez, moi je ne suis pas arabe, mais on est informé, on se cultive. Tous les pays arabes, le frère Ouabo l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement la Libye, et ça n'a pas commencé maintenant. J'ai vu l'intervention d'un Camerounais qui a subi des violences depuis 2013. Est-ce que la communauté internationale va nous dire que depuis 2013, elle n'est pas au courant de ce qui se passe? Non. Les Arabes nous appellent, c'est-à-dire pour désigner un noir africain, ils nous appellent des kafres. Kafres en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire esclaves. Donc ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains normaux comme eux. Donc c'est à nous de refuser ça. C'est à nous de dire non, stop. Et bon, si on regarde au niveau économique, l'Afrique est le grenier de l'Europe.
Nous sommes une puissance que nous ignorons nous-mêmes. Nous sommes une force, une puissance. Et il est tout simplement question que les Africains en prennent conscience. Bon, tout ce qui s'est passé en Europe, l'Europe est développée aujourd'hui, il est libre et tout ça, ça ne s'est pas passé sans sacrifice. Pourquoi nous les Africains avons peur de faire des sacrifices pour nous libérer? Nous devons nous faire des sacrifices. L'Europe, la modernisation nous a apporté des facilités de vie. Mais retournons à nos sources. Merci Madame Hensel. Retournons à nos sources. Oui. Pour nous libérer. Je m'arrête pour l'instant. D'accord. Merci pour votre intervention, Madame Hensel. Ouais. Merci de votre appel. Je vous en prie. Moi, j'aimerais bien intervenir par rapport à quelque chose que Madame a dit, les changements de mentalité. Je pense que c'est la chose la plus importante dans tout ça. Parce que quand moi je vois, c'est pas pour condamner, mais quand je vois que quelqu'un peut payer plus de 6 000 € pour se payer un voyage, ça veut dire que cet argent, il peut l'utiliser dans son propre pays pour faire quelque chose. Alors nous devons essayer de marcher dans cette dialectique. Parce que pour nous, les Africains, là où on ne voit pas, tout est bon. Il faut connaître d'abord les choses avant d'y faire. Et si nous nous trouvons avec autant d'émigrants aujourd'hui, c'est parce que nous pensons que là où nous partons, c'est mieux que là où nous sommes. Et pourtant, avec une telle somme, je sillonne un peu l'Afrique, avec une telle somme, on peut bien faire une bonne affaire et réussir dans la vie. Donc, on ne peut pas seulement réussir parce qu'on part en Europe. La preuve est là que ce n'est pas une voie de réussite. Il y a beaucoup qui sont restés et des familles qui vont pleurer pour longtemps parce que les enfants ou le parent, ou je n'en sais rien, qui sont restés dans les terres libyennes pour la recherche d'une vie meilleure. Alors moi, je pense qu'elle a bien utilisé, elle a bien fait le schéma pour arriver jusque-là. Alors, les changements de la mentalité vont nous amener à éradiquer justement l'esclavage. Parce que si nous ne changeons pas la mentalité, nous ne saurons pas l'éradiquer. Ce n'est pas le gouverneur, bien sûr. Mais si moi je suis là dans ces plateaux aujourd'hui, c'est parce que je proteste contre cela. Je ne peux pas dire que, comme je suis là, oui, ça ne m'intéresse pas parce que je parle depuis longtemps. Non. Ce qui se passe en Libye, c'est catastrophique. Je le répète, c'est vraiment... si on doit utiliser un terme, c'est un truc de fou. Si on utilise le langage de la rue, c'est un truc de fou. Et on ne sait pas comment pouvoir contrôler cela parce qu'il y a trop de monde qui sont impliqués, même nos propres frères africains, soi-disant africains de l'Afrique subsaharienne. Ils sont là-dedans. Alors, pour pouvoir éradiquer cette histoire. Donc, il faut aller plus loin. Les manifestations, je suis tout à fait d'accord, ça bouge, ça fait bouger les choses. Mais il y a plus encore. C'est ce changement de mentalité qui est le plus important pour pouvoir amener vraiment un changement. Par rapport à l'intervention de la dame. Je suis peut-être contre qu'on dise il ne faut pas désigner les responsabilités ou il ne faut pas désigner les responsables. Aussi longtemps que nous ne désignons pas les responsables, il faut que les responsables soient connus pour qu'ils réparent leurs fautes. Mais selon vous, M. Roda, c'est qui les responsables? Selon vous? Moi, je dis, la maladie commence depuis chez nous, à la maison. Les responsables sont nos gouvernants. C'est justement ça. On a attendu que les responsables réagissent parce que ce n'est pas nouveau. Et les responsables n'ont pas réagi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mobiliser, nous, essayer de trouver. Je ne suis pas contre la mobilisation. Mais moi, je nous connais. Nous sommes émotifs. Vous allez voir, ce que je nous donne tout au plus, c'est 1 mois. Ça va se tasser. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais je nous connais comment nous fonctionnons. Dans pas longtemps, ça va se tasser. Et la situation va... Parce que les gens qui, comme la dame parle de la dignité africaine, ben nous qui sommes ici, je donne un exemple. Vous êtes voisin d'un monsieur.
votre voisin est le patron de votre papa. Le voisin vous maltraite. Il maltraite votre papa. Qu'est-ce que vous, les enfants, vous allez faire? Pour la dignité du papa, si vous voulez lui dire, ben, papa, quitte le boulot, il ne peut pas quitter le boulot parce que vous vivez de ça. La plupart des enfants quitteront la maison pour ne pas voir ce que leur papa subisse. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir ça. La dignité, elle part d'une seule chose. Nous avons nos papas, c'est-à-dire nos gouvernants, ont des gouvernants. Voilà. Comme ces gouvernants-là se préoccupent de leurs intérêts à eux, ils dictent cela à nos gouvernants qui viennent, comme a dit la dame, exploiter nos richesses. Quand ils exploitent nos richesses, nous, les communs des mortels, nous n'avons plus rien et nous devons partir. Et quand ça choque les gens dans le pays du Maghreb, ma maman qui m'a élevé est égyptienne. Entre eux, c'est dans leur ADN. L'esclavage existe. Le problème que nous nous cachons ici, c'est quoi? C'est l'arabe n'aime pas les noirs. Même dans leur propre pays. Les noirs aiment moindre dans le pays du Maghreb. Alors, ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, c'est encore moins que rien. Donc, la vente de ces esclaves, de nos frères, pour eux, ça ne leur dérange pas, parce que c'est dans leur ADN. L'arabe a toujours vendu les nègres. Et ils pensent que dans le XXIe siècle, parce que nos gouvernants, chez nous, il n'y a rien qui se passe, ben, ils leur donnent cette occasion. Si CNN n'aurait pas mis les images, personne, aucun État africain, quoique le sachant, comme a dit le président du Niger, je crois, qu'on ne devrait plus fermer les yeux. C'est qu'il le savait. Donc, personne n'aurait envoyé un avion pour aller chercher... Ça, on n'en disconvient pas. Ils le savent tous depuis des années, les dirigeants de pour aller chercher les gens là-bas. Tu vois, maintenant, c'est comme, ah bon, les autres l'ont fait, alors nous aussi, on doit le faire. Ils font semblant de se réveiller. Mais, pour moi, vous pouvez aller où vous voulez, le problème est d'abord dans nos propres pays. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance dans nos propres pays pour que les Africains eux-mêmes se retrouvent dans leur propre pays. Ils n'auront pas besoin de venir ici. Nous, je dis, nous de la diaspora, nous avons beaucoup aussi fautifs. Parce que, comme j'ai parlé avant, la pédagogie, nous ne la faisons pas. Quand nous arrivons là-bas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les habits, nous avons nous leur montrons notre belle vie que nous vivons ici, au lieu de leur parler de la réalité de ce que nous subissons ici, dans ces soi-disant paradis. On ne leur parle pas. Il faut inculquer à ces gens-là, non, vous n'avez pas besoin de voyager. 6 000 euros. 6 000 euros. Vous savez ce que vous pouvez faire avec 6 000 euros? Mais vous avez endetté la famille. Quand vous arrivez en Libye, vous allez presque perdre votre vie parce qu'ils ne vous tuent pas. Ils vont vous malmener jusqu'à ce que, pour que les parents puissent payer. Encore. Donc, les parents vont encore s'endetter. Toi, tu étais parti un voyage de 2 000 $, tu vas finir à te retrouver, in fine, par peut-être 10 000 $. Tu as endetté la famille, toute une famille ou tout un village, pour toi, une seule personne. Mais pourquoi? Parce que nous, de la diaspora, ça c'est notre faute. Malgré nous pouvons nous lever maintenant, tant mieux, mais nous sommes aussi une partie du problème. Nous sommes aussi fautifs, nous faisons partie aussi des problèmes. Oui. Alors ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité dans la situation que nous vivons aujourd'hui. J'aimerais juste un mot par rapport à ce que M. Roda a dit par rapport aux responsabilités. La responsabilité n'est pas seulement du pays, la responsabilité commence dans nos maisons familiales. Parce que si on donne seulement la responsabilité au pays, c'est comme si on veut chercher un coupable à tout prix. C'est comme quand un Africain meurt, il faut toujours savoir qui l'a tué. Non, nous aussi dans nos familles, nous sommes responsables
parce que dans notre nature, nous ne voulons pas voir que l'autre a eu. Quand l'autre a eu, nous voulons aussi que nous puissions avoir ce que cette personne-là a. Alors, sans le savoir, comment est-ce que cette personne a pu faire pour y arriver là où elle est arrivée. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein de gènes. Comme vous dites, la pédagogie, elle ne passe pas. Parce que quand nous arrivons en Afrique, nous voulons montrer que nous sommes capables, que nous avons l'argent, nous avons tout. Et le voisin aimerait aussi que son fils puisse avoir cela. Ou bien qu'eux aussi puissent avoir cette vie. Sans le savoir, comment est-ce que vous avez fait pour y arriver? Et aujourd'hui, la situation n'est plus pareille comme les années 20 ans en arrière. C'était facile à pouvoir y arriver. Aujourd'hui, tout est difficile parce que ce monde-là a compris qu'est-ce qui se passe. Parce qu'au-delà de ce que c'est fait là, la vente des hommes, tout simplement, mais il y a aussi le trafic d'organes qui est vraiment un jackpot, si on peut le dire on l'a ainsi. dit même dans les vidéos, il y a les dames qui ont intervenu par rapport à la vidéo de Genève, là, elles ont dit les trafics d'organes, il y a des femmes qui ont vécu tout ce... Donc il y a tout un commerce qui tourne là. Qui a témoigné hier à Genève par rapport à ça. Et c'est pour ça que nous sommes là. Je reparle encore de mobilisation. Vous avez dit tout à l'heure que d'ici un mois, on verra ça, on n'en parlera plus. Ça, je ne crois pas. Monsieur Wabo Djibril, qui est l'organisateur. Moi, je pense qu'il faudrait pas que... Il faudrait qu'on soit précis dans ce qu'on dit. Dans le débat, il ne faudrait pas qu'on aille n'importe comment. Parce que la situation actuelle en Libye, c'est un business. Il faut dire les choses clairement, telles qu'elles sont. C'est-à-dire, c'est la traite des êtres humains. La traite des êtres humains. C'est un business qui génère plus de 3 milliards et demi de dollars. C'est-à-dire, c'est un business. Ce business, c'est un réseau. Les réseaux, les gens sont au Qatar, les gens sont en Turquie, les gens sont en Libye. Ceux qui entretiennent ce business. Ils sont même en Afrique. Ils sont aussi en Afrique. Ils ont aussi des relais en Afrique, au Niger et tout. C'est-à-dire, c'est une situation qui est connue. Il y a des gens qui tirent profit de la situation actuelle. Des gens même qui sont haut placés, qui tirent profit de la situation actuelle. Comme on le dit, le malheur des uns font le bonheur. Exactement. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, il faut une réelle volonté politique. Il faut une réelle volonté politique. Que ce soit du côté des Nations Unies, que ce soit du côté de la communauté européenne. Bon. Il faut une vraie volonté politique. Les vendeurs, les trafiquants sont connus. On les connaît. J'ai parlé d'Alamou tout à l'heure. Exactement. En parlant de M. Alamou, il y a un autre monsieur aussi qui est à Benghazi, qui s'appelle M. Abou Karim. À l'heure où je vous parle, actuellement, il détient 150 femmes dans sa prison. Et ça, c'est connu depuis, puisque le nom le fait partie dans les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs. Et juste pour une information, en Libye, chaque maison, chaque particulier qui a un peu les moyens, ils construisent leur maison avec des prisons souterraines. Voilà. Et dans chaque prison souterraine, il y a au minimum 15 personnes. Et je pense que l'Union européenne est au courant de ça. Ils sont au courant. Alors il faut toucher... Quand Djibril parle de... M. Wabo parle de politique, moi, ça passe pas chez moi. Pourquoi? Parce que si on attend sur les politiques africains, on ne sortira pas de là. La mobilisation des sociétés civiles ou dans la diaspora, c'est ça qui fera peut-être bouger les choses. Les politiques, comme on l'a vu, les savaient. Ils le savent. Mais c'est nous, en bougeant, que peut-être ils vont bouger. Parce qu'on a donné l'exemple de la prochaine réunion de l'OIA. L'OIA de l'unité africaine. Ben, ils vont parler maintenant de la jeunesse. Qu'est-ce qui va se dire, ce qui va sortir de là? C'est par rapport à ces migrants, à ceux qui partent. Moi, j'ai vu mais c'est déjà un point. C'est déjà un point. Mais oui, mais pourquoi? Parce que c'est la politique. Non, mais attends, parce que excusez-moi, parce que la mobilisation est partie d'ailleurs, de la société civile ou de nous, de la diaspora, mais pas des politiques. Mais c'est justement, M. Wabo, je pense que vous n'avez pas compris. Justement, c'est nous de la diaspora qui devions toucher à faire appel. Je veux me répéter. J'ai dit ceci. J'ai dit, ce problème, c'est un problème complexe. La solution ne peut être qu'une solution politique. Ce que nous faisons à notre niveau, nous de la société civile, nous faisons de la mobilisation. On attire l'attention de la communauté internationale. On met la pression sur les gens.
On amène nos chefs d'État à se rebeller, à se réveiller. Parce qu'on a manifesté devant les Nations Unies. C'est un signal fort. On dit non, nous ne sommes pas contents, on veut que les choses changent, on veut que ça bouge. Quand il y a les relais, les caméras de télévision prennent ça, et avec les débats comme on fait actuellement, ça fait bouger les lignes. La solution ne peut être que politique. Quand je dis la solution politique, moi je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous savez que sur le milliard de personnes qui peuplent l'Afrique, plus de 600 millions sont des jeunes. Des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans. Plus de 600 millions. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est pour ça qu'on dit l'Afrique c'est le continent d'avenir. Et pour répéter, même un président, Vladimir Poutine disait, le jour où l'Afrique va se réveiller, l'Europe va migrer. Les Européens vont migrer. Donc c'est pour dire que s'il y a une réelle volonté politique, c'est-à-dire on met le problème de la jeunesse au centre, on dit bon voilà, on va trouver des solutions pour le problème de la jeunesse en Afrique. On peut même faire un plan Marshall pour la jeunesse. On dit non, on trouve des solutions, pas des sommets juste pour faire des communiqués. On trouve des solutions pour l'emploi, on trouve des solutions pour la formation. Tout ça, celui qui est bien formé, celui qui a un emploi convenable. On a un appel, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, bonsoir madame, c'est encore madame Enzen. Bonsoir madame Enzen. Oui, je suis en train de vous suivre. Est-ce que vous pouvez juste baisser le volume de votre... Voilà, je viens de le faire. D'accord. Alors, je reprenais la parole juste pour dire que je suis de l'avis de Wabo, M. Wabo, au niveau où il a dit que la responsabilité des hommes politiques est engagée, même si nous sommes tous responsables. Mais nos hommes politiques ont le pouvoir de changer les choses. C'est bien ce que la société civile est en train de faire, mais c'est à eux de récupérer cette mobilisation et d'en sortir quelque chose de positif. Bon, la dame, il y a une dame sur le plateau qui a dit tout à l'heure, et puis monsieur à gauche aussi a dit la même chose, c'est-à-dire les gens qui partent, les jeunes qui partent d'Afrique, après avoir économisé 6 000, 4 000, 5 000 euros pour venir en Europe, ils fuient la misère, certes, mais ces jeunes-là, s'ils avaient la possibilité d'évoluer sur place, ils allaient le faire. Et ça, c'est pas de leur responsabilité, c'est aux hommes politiques de mettre les structures qui peuvent permettre à ces jeunes d'évoluer sur place. Moi, je suis très d'accord avec ça, que les jeunes évoluent sur place, que de venir mourir dans le désert, dans la mer, comme ça se passe aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de structure d'encadrement de ces jeunes, ils ne peuvent pas rester là-bas. L'instinct de survie aidant, ils vont chercher à partir pour essayer d'avoir une vie meilleure. Et aussi la responsabilité de la diaspora que nous sommes, elle est aussi engagée, parce que c'est à nous, comme la plupart des gens sur le plateau l'ont dit, c'est à nous de faire comprendre à nos frères et sœurs là-bas que l'Europe n'est pas ce paradis dont ils rêvent. C'est un mythe. Ici, en Europe, ce n'est pas aussi facile comme ils pensent. Même si ça a du mal à passer, nous devons porter ce fardeau et persévérer, continuer jusqu'à ce qu'ils comprennent. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant, c'est-à-dire redire comme M. Wabola dit, il y a une très grande part de responsabilité de nos dirigeants politiques. La société civile a beau se manifester, c'est très bien ce qui se passe, mais nos hommes politiques ont une très grande responsabilité dans la situation aujourd'hui. Merci, Madame Entel. Merci de votre intervention. Oui. Moi, je sais pas, c'est pas juste pour répondre, mais pour M. Djibril. Je pense qu'on a un cas de figure qui est vraiment très clair, Laurent Gbagbo. Ce président, il a commencé à parler de cela depuis longtemps, de cette histoire de l'esclavage. Il a commencé à parler de cela depuis longtemps. Aujourd'hui, il est là à la CPI. Nous tous, nous savons pourquoi est-ce que cet homme est là. Il n'est pas là parce qu'il a détourné l'argent ou bien tout ce qu'on rencontre. Nous tous, on sait que ce n'est pas du tout ça. Mais qu'est-ce qu'il voulait?
Il voulait un pays meilleur. Il voulait la jeunesse qu'il puisse avoir quelque chose de meilleur dans son propre pays. Mais cela, ça l'a coûté. Ça le coûte. Il est là où il est. Nous ne sommes pas, je pense que M. Djibril ou bien M. Roda, ils savent bien, on suit ça, on n'est pas des étrangers par rapport à ces informations-là. Ça veut dire que ces combats, ils durent déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je dis que je suis contente, ça ne m'étonne pas plus, mais je suis contente que la société manifeste, parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui arrive? Nos gouverneurs, on les a enlevé le pouvoir de pouvoir faire quelque chose en échange de ce qu'ils reçoivent. Alors pour eux, ils sont contents de ce qu'ils reçoivent. Moi, j'en connais. Oui, exactement. C'est un business. Il a dit que c'est un business. Oui, exactement. Et c'est par là que je dis, quand nous disons qu'il y a de jeunes qui viennent parce qu'ils cherchent une vie meilleure, j'en connais des cadres qui travaillent dans de bonnes entreprises, mais dans leur tête, ils veulent vivre en Europe. Alors, c'est vraiment, on doit bien analyser cela quand M. Djibril dit qu'on ne fuit pas les débats, mais on doit aller dans toutes les racines possibles qui nous amènent à cet état que notre société africaine est arrivée. Donc, c'est un état, si nous devons l'analyser, aujourd'hui, c'est un état que notre société africaine est arrivée. Et c'est un état déplorable. Vrai, certes que nous devons maintenant unir nos forces. Nous ne sommes pas là pour, comme la dame a dit, on ne va pas chercher tous les coupables parce qu'on ne le trouvera pas. Oui, elle a dit, elle a dit qu'on doit arracher notre liberté. Exactement, mais pour arracher notre liberté, je pense qu'on peut tourner autour de tout ce qu'on peut dire. Mais elle a dit quelque chose. Et là, je vais citer que c'est biblique ce qu'elle a dit. Si le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas, nous allons combattre, nous allons combattre, nous allons combattre et recombattre sans pour autant gagner la cause. Cette histoire, elle n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé depuis longtemps. Ce qui se passe en Libye, on le voit, ça fait très mal. Mais ça n'a pas commencé en Libye, ça a commencé ailleurs. Pour que ça arrive là où elle est aujourd'hui en Libye, elle a commencé quelque part. Voilà. Et c'est quelque part là, ce sont ces sources, comme nous sommes en train de parler, ce sont ces sources-là qu'il faut aller combattre. Mais nous ne pouvons pas les combattre si les propres personnes auxquelles nous voulons défendre ne changent pas de mentalité. D'accord. Juste sur ça par rapport à la politique. Aux politiques. Elle vient on est une petite phrase, juste dire ce que je voulais dire par rapport aux politiques. Oui. Je ne crois pas à nos politiques pour qu'ils puissent arriver à nous arranger ou à mettre des structures. Pourquoi? Pour une simple raison. Elle vient de donner l'exemple de Gbagbo Laurent. D'accord. Juste un moment, Monsieur Roda. Vous pouvez nous suivre sur www.diasporatv.ch ou bien au 032 313 30 30. C'est un débat vraiment très intéressant. Vous pouvez participer à tout moment. Allez-y. Comme nos hommes politiques ou nos dirigeants ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Leur chef à eux, comme j'ai parlé des intérêts, ils sont là pour préserver les intérêts de ceux-là. Donc, compte sur nos chefs actuels ou nos dirigeants politiques, nos politiques actuels, là, moi, j'ai un doute. D'où, comme on est en train de dire, la pression de la société civile, nous, dans la diaspora, peut-être les fera bouger. Mais je suis d'accord avec lui, mais c'est-à-dire, les actuels chefs qu'on a ne changeront jamais quelque chose, à moins que. Mais pour retrouver notre indépendance, je veux dire anthropologique, l'indépendance anthropologique de l'Africain, il faut que, selon moi, ce monde-là bouge. Il faut une autre mentalité, d'autres chefs qui peuvent soulever l'Afrique, qui sont là pour l'intérêt de l'Afrique ou du peuple africain. Si nous continuons avec ceux qui sont pour moi les soupos ou les gouverneurs des multinationales, de la communauté internationale, comme on parle l'histoire de la Libye, la communauté internationale est complice. Elle a donné dans un pays qui n'a
pas un gouvernement, les gouvernements qu'ils ont reconnus, qui ne contrôlent pas, qui ne maîtrisent pas les territoires libyens, 200 millions de dollars au mois de février. C'est quoi ça? Ils sont complices. Bien sûr. Ils sont complices. Puisque vous parlez de complices là, nous tous nous vivons dans un pays, la Suisse. Il y a eu cette manifestation à Genève que nous avons tous vue, mais il n'y a eu aucun média suisse. Alors que nous sommes des citoyens suisses qui payons les impôts, et il n'y a eu aucun média suisse. Par contre, dans d'autres pays, il y a des médias qui en ont parlé. Il y a la France qui a parlé, il y a l'Angleterre, il y a le Canada qui en a parlé aussi. Mais c'est dommage que la Suisse n'a pas parlé. Et en ce moment que je vous parle, la Suisse a déboursé l'année passée 1,5 million de francs pour sponsoriser un film au Nigeria. Et c'est quoi le but de ce film? C'était sur l'immigration clandestine. Alors, ils voulaient faire voir aux gens au Nigeria de ne pas venir en Europe, montrer le côté négatif, que ce n'est pas aussi rose qu'on le pense, mais ils ont pu débourser pour un seul pays 1,5 million de francs. Et hier, par rapport à la manifestation qu'il y a eu à Genève, aucun média suisse n'est venu. Ça ne nous a pas choqué? Moi, personnellement, ça m'a choqué. Ça me choque Bon, plus que ça. Puisqu'on parlait des Africains... Je vais rectifier un peu l'information parce que je fais partie de ceux qui ont organisé la manifestation. J'étais président du comité. Donc, la tribune de Genève était là. Il y a la radio, une radio locale aussi, romande aussi, était là. Et Jordan Secret TV aussi était là. Bon. Attention, M. Wabo, Jordan Secret TV, c'est un compatriote comme nous qui a une chaîne de télé qui essaye de propager la nouvelle. Je parle bien des médias suisses. Il n'y a aucune télévision suisse qui était présente. Je suis en train d'énumérer déjà toutes les télévisions qui étaient là ce jour. Voilà. Je parle bien, je me fais bien comprendre. Les télévisions suisses, on en connaît. Effectivement. Il y a Tesser n'était pas là. Je vais rebondir par rapport à votre remarque tout à l'heure. Oui. Donc, j'expliquais déjà les télévisions qui ont couvert la manifestation. Donc, la TSR était là. Moi, j'ai fait une demande à la TSR, la tribune de Genève était là, autant pour moi. J'ai fait une demande à la TSR. Je suis allé à Edi Presse. J'ai contacté un journaliste du matin. J'ai contacté un journaliste de 24 heures. Je leur ai fait part de notre manifestation du 25 novembre. Il m'a dit ceci, monsieur, c'est très bien, mais je vous rappelle demain matin. Demain matin, il ne m'a pas appelé. J'ai pris la peine de le rappeler, de le relancer de nouveau. Et j'ai encore envoyé le mail. Il n'a plus le téléphone. Mais ça veut dire que c'est important. Ça veut tout dire. Ça veut dire que... On revient à ce que je disais. Effectivement, moi personnellement, ça nous a choqués. Nous, on a cru par exemple que au journal de 19h30 de la TSR, on devait montrer la manifestation qui était grandiose. J'ai eu l'occasion de discuter avec la police. Un policier suisse m'a dit, ça fait plus de 15 ans qu'il travaille ici à Genève, jamais il n'a vu une mobilisation d'Africains avec autant de monde. Il était surpris. Il était surpris. Je parle de ça, en fait, pour vous faire comprendre que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, effectivement. Madame Hensel a téléphoné tout à l'heure, elle a dit un mot qu'on devrait retenir, c'est qu'on doit arracher notre liberté. Peu importe où nous soyons, ce n'est pas un Européen ou ce n'est pas la communauté, c'est nous, les Africains, qui devions arracher notre liberté. Mais quand j'ai parlé de la tribune de Genève tout à l'heure, c'était pour rétablir la vérité, pour dire quand même que la tribune de Genève était là. Et puis je les félicite aussi. Est-ce que le lendemain, on a vu un article sur la c'est où je voulais en venir. Parce que c'est depuis le mois d'octobre que CNN a publié, sauf erreur, c'était depuis le mois d'octobre. Et depuis octobre, je vais prendre des pays voisins de l'Europe, la France, qui n'est pas très loin de nous, qui en parle tout le temps, France 2, M6 en parle. La Suisse n'en a pas parlé. Je ne sais pas si je m'excuse, si je me trompe, excusez-moi, mais ils n'en ont pas parlé. Encore plus, on s'attendait qu'avec la manifestation qu'il y a eu, c'était une occasion d'en parler, mais il n'y a rien eu jusqu'à présent. Alors, moi, je pense que la dame, elle a bien dit. Vous savez, nous devons arracher notre liberté. Moi, même si ça va un peu à l'encontre de mon frère, mais je dois toujours aller en arrière. Vous savez, toutes les guerres qui se passent en Afrique, elles ne sont jamais médiatisées. Mais quand un journal perd 100 personnes ou 50 personnes, même nos présidents se déplacent pour venir manifester « Je suis Charlie ». Je n'ai pas vu un président africain
qui est venu là pour dire « je suis non à l'esclavagisme ». Aucun de nos présidents, aucun d'eux. Alors, si nous attendons que c'est le Suisse ou bien c'est le Français, même quand le Français le disent, ils le disent avec beaucoup de réticences parce qu'ils en savent qu'est-ce qui se passe. Quand je vois que pour 2 immeubles qui tombent aux États-Unis, et puis les gens manifestent, tout le monde est mobilisé, et quand on entend des choses telles que celle-là, parce que là c'est grave. Très grave. C'est grave. Et je n'ai pas entendu un président américain dire quoi, même le député, même le Congrès n'a pas parlé de cela, parce que ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils gagnent avec ça. Et ils gagnent beaucoup. Et pourrait, plus que nous sommes en train de vivre une migration d'intellectuels. Parce que tous ces jeunes qui quittent nos pays, nous sommes en train d'être appauvris. Mais ils font que ces jeunes quittent nos pays. Ils veulent que nos pays puissent dépendre de ces choses-là. C'est pour cela que nos présidents ne peuvent pas manifester. Je pense qu'il y a un appel. On va prendre Oui, allô? Oui, allô? Allô? Je pense qu'il y a eu une coupure. Alors, on va continuer notre débat. Oui, monsieur. Alors, juste, nous sommes en Suisse. Nous connaissons la Suisse. Nous connaissons sa lenteur. et je pense, il faut... Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est encore Madame Enzen, si vous permettez. Oui, Madame Enzen, vous auriez dû faire mieux de venir sur le plateau. Oui. J'ai reçu l'invitation un peu trop tard, je ne pouvais pas. Mais ça ne me dérange pas d'intervenir comme ça, si ça vous va comme ça. Oui, on vous écoute, mais on n'a plus beaucoup de temps. Soyez un peu bref. Aller vite. Au risque de me répéter, je dis encore que la prochaine fois sûrement. Alors, au risque de me répéter, je dis une fois de plus que c'est aux Africains d'arracher. Oui, juste pour dire que c'est à nous les Africains d'arracher notre liberté et de ne pas attendre que les autres le fassent pour nous. Bon, quant au président Gbagbo qui a souffert parce qu'il a voulu se préoccuper du sort des jeunes Africains, on ne peut pas se décourager par rapport à ce genre de choses. Toutes les libertés qui ont été obtenues de partout dans le monde se sont faites au prix des sacrifices. Donc, nous ne devons pas avoir peur de ce genre de choses. Il a été en prison, il y a Sankara qui a été même tué. Bien sûr. Mais ce genre de choses ne doivent pas décourager les Africains. Nous devons foncer pour notre libération totale. Et tout ce que nous vivons en Afrique, les guerres et tout ça, ils n'en parlent pas. Et pourtant, c'est eux qui financent toutes ces guerres. Bien sûr, bien sûr. Si vous regardez au fond, ils pratiquent ce qu'on dit vulgairement, il faut diviser pour mieux régner. Tant qu'il y a les guerres en Afrique, ça profite à qui? Ça profite à eux. Et ils peuvent mieux nager en eau trouble. Et si nous, Africains, nous ne comprenons pas cela, il n'y aura jamais d'avenir ni pour nous, ni pour nos générations futures. Alors, je dis une fois de plus, prenons les choses, prenons le taureau par les cornes, libérons-nous. Ce mouvement qui est initié est un mouvement qui ne doit pas s'arrêter. C'est quelque chose de très fort et ça ne doit pas s'arrêter jusqu'au moment de la libération totale de l'Afrique. Je vous remercie. Merci de votre participation, Madame Enzel. Monsieur Roda, je vous écoute. Oui, écoutez, comme je disais, nous connaissons la lenteur de ces pays. Alors, comme Madame vient de le dire, c'est le début de l'arrachage de notre liberté. La prochaine manifestation, vous allez voir que la télévision suisse romande sera là parce qu'ils auront vu, ils auront compris maintenant que quand ces gens-là se mobilisent pour cette cause, ils sont nombreux. Et ça serait un événement pour eux. Et la prochaine fois, vous verrez, ils seront là. Ça, je le souhaite et je le pense aussi. Nous le souhaitons tous. Hein? Alors, moi, j'aimerais encore intervenir juste pour dire, par rapport à ce qui nous a été exhorté, que nous devons faire attention. Ce que nous sommes en train de faire, que ce ne soit pas
que ça soit pas quelque chose juste parce qu'on est sous nos émotions. Voilà. Ça doit être quelque chose qui crayon de racines, que ça soit pas superficiel. Parce que ce que M. Roda a dit, c'est quelque chose de vrai. Nous commençons de choses et nous nous arrêtons. Nous voyons, la dame, elle a cité Sankara. Il a commencé quelque chose. Mais ça s'est arrêté. Dès qu'il est mort, ça s'est arrêté. Et aujourd'hui, on cherche, les Burkinabés disent, on cherche Sankara même pendant la journée avec une torche, mais on ne le trouve plus. Alors, je pense que vous, là, en étant hier en tête de cette manifestation, soyez vraiment le porte-parole pour aller dire que nous ne devons pas nous arrêter. Parce qu'avec cette histoire de l'esclavagisme, ça peut déclencher beaucoup d'autres choses qui peuvent faire peur à nos présidents de savoir que non, là maintenant, on doit mettre un stop. Parce qu'il y a des gens, il y a une génération qui s'élève pour pouvoir changer les choses. Parce qu'il n'y a pas eu que Martin Luther King, bon sang. Tout à fait. Il y en a aussi M. Gibril. Bah, très bien parlé. Exactement, il y a M. Gibril qui est vivant. Très bien parlé. Très bien parlé. Changeons le monde. Bah, très bien parlé, madame. Et puis, à votre suite, je vais dire que le mouvement qu'on a initié ne va pas s'arrêter là. Déjà, au niveau du comité, nous sommes en train de travailler. On travaille sur des propositions concrètes. Ce qu'on doit faire par la suite. On va se réunir encore d'ici la semaine prochaine pour travailler là-dessus. Parce que la mobilisation n'est pas la solution définitive. On n'a pas la prétention que la mobilisation est la solution définitive au problème actuel de la Libye. Non, c'est un début de solution. C'est quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont prendre conscience que non, ces Africains commencent à se réveiller. Et puis moi, j'ai été très encouragé hier quand j'ai vu que ceux qui étaient à la manifestation, c'était des jeunes filles de 18 ans, de 19 ans, des mamans qui disaient que non, on ne va plus laisser les choses se passer comme ça. Non, il faut que les choses changent. Et puis, nous avions une pancarte hier à la manifestation où il était marqué, c'était un signal très fort. C'était fait à dessin, c'était marqué « L'Afrique doit être gouvernée par les chefs d'État qui aiment l'Afrique ». Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ouais. L'Afrique doit être gouvernée par des chefs d'État qui aiment l'Afrique. Parce que si vous êtes chef d'État, si vous n'aimez pas votre pays, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même pour que votre jeunesse puisse avoir un avenir meilleur. Mais il ne faut même pas l'appeler chef d'État. et puis moi, je voudrais aussi dire, je pense qu'il faudrait qu'on insiste aussi sur ça c'est une idée personnelle, qu'on insiste un peu sur le développement des voies de migration légales. Je pense il faudrait que nous, Africains, que les facilités de déplacement, par exemple pour aller en Europe, soient beaucoup plus souples que ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui demandent des visas pour venir par exemple en France, qui a un travail convenable, qui a un bon salaire, qui est marié, qui a des enfants, qui veut venir en Europe par exemple, et qu'on lui refuse le visa. Bon, et puis, au nom de quoi, par exemple, au nom de quoi un Européen, un Français, doit pouvoir venir en Afrique, s'installer, faire du business. Oui. Au nom de quoi? Faire du business, exploiter la richesse africaine. C'est une forme d'esclavage. Au nom de quoi, moi, Africain, qui veux aller faire des affaires en France, je ne peux pas voyager, faire du business en France? Mais parce que toi, au nom de quoi? Ce n'est pas normal. Mais parce que toi, tu es faible. Laisse l'Africain se réveiller, laisse l'Africain se lever. C'est pour ça. Cet état des choses changera d'elle-même. C'est pour ça, M. Roda, nous, la diaspora, nous devons nous mobiliser. Nous ne devons pas relâcher la mobilisation. On est là. Je pense que... En tout cas, on est tous avec vous. Voilà, et puis, Diaspora TV aussi se porte garant pour tous les talk shows en ce qui concerne... C'est pour ça que nous sommes là. La Diaspora TV, c'est pour toute la diaspora. Voilà. Donc, s'il y a des talk shows, c'est notre façon à nous de participer, d'éradiquer cet esclavage. Donc, vu que vous avez pris le train en marche pour cet événement, soyez-en sûrs, nous sommes derrière vous. On sera toujours présents si vous avez besoin de nous.
pour faire passer le message. Quand j'avais parlé, excuse-moi. Je vais lancer juste un appel. Ouais. Je veux profiter du plateau de Diaspora TV pour lancer un appel à tous ceux qui veulent faire bouger les choses, de nous rejoindre, de rejoindre notre comité. Parce que nous allons faire un travail de fond. On ne va pas s'arrêter là. On va faire un travail de fond pour faire bouger les lignes. Donc, toutes les associations qui veulent se joindre à nous, vous allez juste sur Facebook, le collectif contre l'esclavage, les camps de concentration en Libye. Vous nous envoyez juste un inbox. Et puis, on prendra le plaisir de vous contacter pour qu'on travaille ensemble. Chacun a une... vu que le temps est court, je pense que ce débat n'est pas... C'est le premier débat sur l'esclavage en Libye et ça ne sera pas le dernier. Donc, je pense qu'on a tellement de choses à se dire et le peu de temps que nous avons, nous ne pourrons pas tout expliquer. Donc, je vais laisser la parole à chacun de vous, que vous soyez vraiment bref pour dire un dernier mot. On commence déjà, par... un dernier mot. Bah, c'est vite passé, là. C'est pour ça que je dis, le temps, il est très court. C'est un débat très important. On ne peut pas le faire en 1 heure. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, je vous laisse parler encore. Non, alors, ce que je voulais dire, c'est juste... quand j'ai discuté avec Marc, quand il m'avait appelé pour l'émission, on a eu une discussion. Oui. Et moi, les jours avant, j'étais en direct avec la radio suisse romande. Et j'ai discuté ce que j'avais discuté avec elle. Et puis je lui avais dit, écoute, pourquoi vous vous plaignez des médias? Nous avons nos médias à nous. Toi, tu as une télévision. Ici, en Suisse, il y a les Africains qui ont des journaux, qui ont des revues. Bien sûr. Alors, commençons par les booster nous-mêmes. S'ils ne nous donnent pas la voix, nous, on a la voix. On a la voix avec vos médias à vous, donc nos médias à nous. Alors, allons-y dedans, qu'ils voient qu'on n'a pas besoin d'eux, parce que nous en avons. Nous pouvons booster les nôtres nous-mêmes pour avoir comment on dit, une large diffusion. Passer l'information. Passer l'information. Voilà, on n'a pas... C'est ça aussi l'arrachage de la liberté d'expression. Nous l'avons parce que nous avons ce genre de cadres, comme la Diaspora TV. Vous voyez, il y a ceux qui ont les journaux, qui ont des revues, mensuelles ou c'est pas mensuelles, ils écriveront. Même si ça sort dans 2 mois, mais on saura qu'un événement s'est passé. C'est un début de liberté. Moi, je dirais, organisons-nous. J'aimerais que ces combats ne soient pas menés à pêle-mêle, que nous puissions nous unir et avoir une seule voix. Parce que là, maintenant, on voit que chacun fait un groupe pour pouvoir amener un nombre de personnes pour faire valoir aussi sa voix. Non, ces combats, on doit l'amener ensemble, dans une unité. Si nous ne nous unissons pas, nous allons avoir d'autres esclaves. Et pire que ce qu'on a déjà. Ça sera nos enfants. Ça sera nos enfants. Et moi, j'aimerais dire que cette affaire, elle me concerne. De A à Z, elle me concerne. Parce que peut-être que je n'ai pas un frère biologique là-dedans qui est en train de souffrir, mais j'ai de frères africains qui sont en train de souffrir. Il y a mon fils, il y a ma fille, il y a mon père, il y a quelqu'un de ce niveau familial qui est en train de souffrir. Et cette affaire me concerne. Mais moi, je n'aimerais pas que ça s'arrête tout simplement en Libye. J'aimerais qu'on parle jusqu'à nos pays. Parce que comme le frère a dit tout à l'heure, Djibril a dit tout à l'heure, que comment est-ce qu'ils peuvent avoir la facilité d'avoir des visas et nous pas? Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi apprendre à discuter. Parce que l'immigration, elle existe depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, si nous lisons la Bible, il n'y en a que des émigrés là-dedans. Alors, si cette pratique-là... Exactement. Et si nous voyons, si ils sont venus découvrir l'Afrique, c'est parce qu'ils ont dit venir chez nous. Alors, nous devons aussi voir par rapport à cette histoire-là. Et si nous regardons ces histoires à fond, que nous puissions vraiment aller en fond, aller chambouler partout. Comme ça, commencer, qu'on puisse aller partout pour que nous puissions avoir un gain de cause. Mais je laisse encore une parole. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, nous allons combattre
en vain. D'accord. Monsieur Wabo, vous savez... Bon, mon mot de la fin... c'est le mot de la fin, déjà? Ou bien je peux rebondir, je ne sais pas. Non, tu peux... On a le temps, non? Oui, on a le temps, mais je ne sais pas avec l'équipe technique derrière comment ça se passe. Allez-y, je vous laisse. Débattons, on verra. Bon, on continue le débat alors. Donc moi je pense que l'Afrique aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être à demi-mot, mais vous aviez raison, l'Afrique aujourd'hui est esclave de l'Europe, du système de l'ordre international actuel qui est injuste. Nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves parce que nous avons la ressource humaine, la jeunesse africaine. Nous sommes plus de 600 millions, c'est une richesse. Et cette jeunesse est en train de mourir à petit feu au désert, dans les déserts, dans les petites embarcations et tout. Le taux de matières premières, nos matières premières, c'est les Européens qui fixent les taux. C'est-à-dire, nous sommes esclaves de l'euro parce que on a de la richesse, mais on ne jouit pas de cette richesse. C'est les autres qui jouent de cette richesse. Ça veut dire que nous sommes esclaves de l'euro. Nous devons prendre conscience du fait que, comme Mme Ezer disait tout à l'heure, il faut faire bouger les choses. Nous devons nous libérer de cette contrainte-là. Et la libération passe par quoi? Moi, je mise beaucoup sur la diaspora. Oui, c'est la diaspora qui est la clé. La diaspora, nous avons l'avantage de vivre en Europe. Nous avons l'avantage d'avoir cet esprit qu'on est beaucoup plus éclairé. Et puis cette liberté d'expression. Et cette liberté d'expression aussi. Moi, je mise beaucoup sur la diaspora. Il faudrait que nous nous organisons au niveau de la diaspora, qu'on mène ce combat pour faire bouger les lignes, pour faire en sorte que les choses changent. Mais c'est marrant parce que tu viens de me prendre ça de la bouche. Mais c'est justement parce que vous êtes là pour débattre la même cause. On a tous les mêmes mots, on débat la même cause. Je pars avec une chose simple. Oui. Pour moi, on avait discuté de ça aussi au début, les hasards n'existent pas. Par rapport à mes expériences de la vie, j'ai découvert que les hasards n'existent pas. Tout ce qui arrive est programmé, est destiné. Voilà. Je me dis toujours, l'Africain, surtout les subsahariens, n'est pas sorti de l'Afrique pour rien. Nous sommes partout. Mon frère est allé en Australie. Il arrive en Australie. Dans un coin chez les Papous, c'est comment on les appelle les indigènes de l'Australie, il entend la musique zaïroise jouer. Voilà. Il arrive là-bas, il y avait des Zaïrois qui résident dans ce coin-là. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je dis, on est sorti de millions. Et nous ne sommes pas sortis pour rien. C'est pour apprendre, connaître le maître, le soi-disant maître. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un que je connais bien, moi. J'ai étudié depuis l'enfance avec les gens, avec les Blancs. Maintenant, j'emploie les Blancs. Je n'ai aucun complexe vis-à-vis des Blancs. Pourquoi? Parce que je les connais. Ils savent très bien que celui-ci, c'est notre boss. Celui-ci, même quand j'étais à l'école, j'étais meilleur que beaucoup de ces... Donc, je n'ai jamais eu ces complexes-là. Et nous sommes ici dans les usines. Vous savez, toutes les révolutions qui se sont passées en Afrique, ou les bouleversements, si nos anciens combattants ne seraient pas venus faire la guerre de 14-18, il n'y aurait rien eu en Afrique. C'est quand ils sont arrivés, ils ont vu, mais nous craignons ces gens-ci pour rien. Ils rentrent chez eux, ils ont commencé des revendications. Ils ont commencé à voir le blanc. J'étais là-bas, j'étais plus brave que lui. Qu'est-ce qu'il a à me dire ici? Ça part de... Parce qu'on vient, on connaît l'autre. Et quand on connaît l'autre, on n'a plus peur de lui. Parce qu'on sait comment il fonctionne. Vous connaissez. À ce moment-là, il y a égalité. C'est un être humain. S'il a ses compétences, s'il est mieux que moi par rapport à telle ou telle autre option, d'accord, mais moi je suis le mien dans telle ou telle autre option. Ces respects-là fera que c'est la première fois qu'on voit
les Africains de tout pays, ce qui s'est passé, ce qui se passe Genève. dans le monde entier. C'est vrai, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit les mouvements de tous les Africains, sans compter, ouais, je viens de là. Non, ce sont les Africains subsahariens qui se sont levés. Et j'espère, comme j'ai dit, si moi je suis sceptique parce que j'ai été dans plusieurs mouvements où ça s'est soufflé. Ça s'essouffle. Voilà. Et c'est pour cela que je suis un peu sceptique parce que... Je pense que lui, il ne va pas s'essouffler. Parce que même, il y a eu un Antillais qui a aussi intervenu, parce que les Antillais, ils sont de couleur noire. Parce qu'il a dit quelque chose... par M. Siard. Voilà. Il a dit, il est là parce qu'eux, ils ont vécu ça. Ils ont pu arracher leur liberté. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est possible. Bon, ils ont arraché... À la manifestation d'hier, il y avait beaucoup d'Antillais aussi. Non, arracher leur liberté, ça c'est entre guillemets. Mais est-il que le mouvement qui est parti là maintenant, je dis, tu n'as pas besoin de compter sur 1000 personnes pour faire marcher cette chose. 4 personnes, 5 personnes, avec la bonne volonté, fera que ces mouvements se poursuivent jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Moi, je vais faire court aussi par rapport à ces sentiments. On est trop complexé, c'est vrai. Parce que si aujourd'hui on peut nous traiter comme on nous traite, même dans nos pays, ceux qui nous dirigent sont de blancs. Dans mon pays, il y a des constructions de routes, il y a de sais pas quoi, il y a des trucs. Tu vas voir qui est le chef, c'est un Portugais. Tu arrives au Portugal, ce monsieur, c'est un maçon, même pas diplômé, mais il arrive en Afrique, c'est un patron. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Et pourtant, nous avons des têtes jusqu'à NASA. Bien sûr. On a des têtes partout. Cette émigration intellectuelle qui s'est faite, si nous pouvons profiter de cela, nous pouvons faire la révolution sans complexe. Mais si nous allons continuer dans ces complexes, que même en étant ici en Europe, nous souffrons toujours du complexe, ou dans nos pays, même simple Libanais peut nous commander parce qu'il est un tout petit peu blond, alors ça va tarder. Ça doit vraiment arriver maintenant, qu'on profite de ces moments que la chose est là. Ce n'est pas une incitation à la haine, mais c'est une incitation au changement de la mentalité, que nous puissions changer et pouvoir nous voir comme des êtres importants et dignes. Parce que si nous-mêmes, nous ne nous voyons pas comme des êtres dignes, il n'y a pas un seul blanc qui va nous voir de la sorte. Alors, je ne suis pas raciste, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir avec les débats que nous avons ici maintenant, parce que c'est ça notre réalité, malheureusement, parce que même ici, nous souffrons de cela. Si mon diplôme n'était pas accepté, c'est parce que je viens de l'Afrique. Parce qu'un Américain arrivant ici avec son diplôme... n'a pas besoin de faire une année préparatoire, même dans les écoles. N'a pas besoin. Mais aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis devenue. J'ai oublié tout ce que j'ai fait et maintenant, je suis devenue quelqu'un d'autre. Et ça, j'en suis fière. Donc, je n'ai pas perdu tout ce que j'ai appris, je l'ai encore. Et j'ai ajouté parce qu'ils m'ont donné cette opportunité. Alors que nous puissions profiter de cette opportunité, nous, ici de la diaspora, de profiter d'apprendre et d'avoir un bagage. Parce que si nous n'avons pas un bagage, nous allons parler et faire de débats inutiles. Mais profitons, toi qui es en France, moi qui suis en Suisse, c'est là, partout où nous sommes, profitons de tout ce qui est important pour que nous puissions amener une révolution dans nos pays. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait aussi, les Blancs, hein, mais je ne suis pas raciste. Hein. C'est ce que les Blancs, ils ont fait quand ils sont arrivés dans nos pays. Ils ont pris tout ce qui était bien, ils ont appris beaucoup de choses, et Poutine l'a dit aussi, ils le savent eux-mêmes. Ils ont pris tout ce qu'on avait comme bagage intellectuel, toutes nos connaissances, plus que nous, on n'a pu rien faire. Ils l'ont ramené ici et puis c'est eux qui veulent nous diriger. Et même dans notre propre pays, ils veulent nous diriger. Et ça, c'est pour ça qu'on dit on doit arracher notre liberté. Nous sommes noirs et nous sommes fiers d'être noirs. Moi, de toute façon, je suis fière d'être noire. Et on dit non à l'esclavage, stop à l'esclavage, on en a assez. Et c'est pour ça que nous sommes ici, là. Par rapport aux vidéos qui se sont passées en Libye, et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On est là, nous les gens de la diaspora, pour combattre ça, pour éradiquer l'esclavage, pour faire passer un message. Peut-être la voix de M. Wabo, la voix de Mme Kakanoa ou la voix de M. Roda sera une voix de plus qui va pouvoir faire bouger les choses.
Non, je voulais dire, je suis raciste envers les racistes. Oui, je ne leur donne pas le temps. Mais moi, juste pour répondre sur ce que je disais, ce que Madame a dit, si nous, la diaspora, retourne un jour, parce que moi j'avais fait un programme, j'avais dit, la diaspora, oui, supporté par l'UNICEF, Messieurs les Blancs, chassez-nous, parce que nous ne voulons pas rentrer nous-mêmes. Alors, j'avais fait tout un programme. Tu as fait autant d'années, tu ne fais rien, ou bien tu as fait ceci. Chassez-nous. Oui, on te donne, on calcule, bon, si tu restes ici, social te supporte, c'est autant, on balance, on te donne autant. Va chez toi, va, parce que je suis convaincu. Si on est nombreux, ne fût-ce que 2000 diasporas, ou 1000 diasporas, qui descendent dans nos pays, j'ai suivi un exemple simple. Vous ne savez pas qui a chassé Lansana Conté. Les gamins que j'avais ici à Berne. Avec la vente de la drogue, on les a chassés. Je les voyais à la télé en train de mener la révolution chez eux au pays. Parce qu'ils sont rentrés. Ils n'avaient plus d'autres issues. Nous sommes ici, nous luttons ici. Donc, ces messieurs ne nous conviennent pas. Levons-nous. C'est pour cela que j'avais initié ces trucs-là. Parce que nous ne voulons pas rentrer. Alors, chassez-nous. Et comme ça, on va lutter sur place quand on saura que, ben écoute, de toute façon, l'Europe s'est foutue, on m'a chassé, je suis ici. Nous descendons 1000, nous faisons une révolution, nous chassons ceux qui sont là pour au service de la communauté internationale, au service des multinationales, pour celui qui vient pour l'intérêt de son peuple. D'accord. Je rentre avec un bagage, attention. Parce qu'il y a ceux qui nous rendent un mauvais service. Et ce sont de la diaspora qui rentrent. Le débat, il commence à s'élargir. Là, je vais devoir arrêter parce que tout le monde ne pourra jamais finir. C'est un débat très important. Je vous remercie tous d'être venus pour ce talk show sur l'esclavage en Libye. Merci de votre participation. Et puis, je remercie aussi Mme Hensel qui a participé activement à ce débat avec nous. Et je pense que la prochaine fois, on va l'inviter sur le plateau parce que là, on a retenu son numéro de téléphone. Alors, je remercie tout le monde. C'était un débat très important sur l'esclavage en Libye. Nos frères libyens, tous les Africains qui nous regardent en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seuls. Nous essayons, nous, chacun à notre façon, de participer, de communiquer, de pouvoir éradiquer cette situation en Libye qui touche tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un, avec les images qui se sont passées dans les réseaux sociaux, partout dans le monde, tout le monde a été touché et ça a touché la sensibilité de beaucoup de personnes. Merci en tout cas pour tous ces témoignages. Merci pour la marche qui a eu lieu à Genève. Merci à Rachel, ma collègue, qui a passé le temps à faire des interviews. Je remercie aussi l'équipe technique qui a été présente, qui se sont mobilisés pour que ce débat puisse avoir lieu et puis qu'on puisse voir les images qui se sont passées à Genève. Alors, c'était Yvette Ballet de Diaspora TV Suisse. On va faire quelque chose. Nous sommes unis. Si les Américains disent que Dieu bénisse l'Amérique, nous disons que Dieu bénisse l'Afrique. Et on dit non à l'esclavage. Non à l'esclavage. Non.